Première partie, chapitre 1, Le vieux nègre et la médaille, par Ferdinand Oyono. Mecca était en avance sur le bonjour du Seigneur. Le premier rayon de soleil qui lui tombait habituellement dans la narine gauche, en s'infiltrant par l'un des trous des doigts de raffia poré et criblé du ciel. Mecca n'avait presque pas dormi, les yeux lui piquaient et lui béaient, etc. pour décharger le panier de pierre qu'il sentit sur ses omoplates, comme le lendemain d'une cuite. Et l'on volait à sa femme qui continuait à ronfler. Comment peut-il dormir si profondément alors que la convocation du commandant était sur le lit dans une savate? Clara, hurla Mecca, en lui donnant des bourrades. Comment peux-tu dormir quand ton mari a désigné? Clara jappa et se tourna contre le mur. Mecca le poigna par les épaules. Réveille-toi! Comment peux-tu dormir quand j'ai des ennemis? Ô femme aussi faible que les apôtres du Seigneur sur le mont des Oliviers, tu sais que je dois me présenter très tôt chez le commandant. Prions, tu laisseras les prières à tous les saints. Je ne veux pas être en retard, au nom du Père. Elles prièrent d'une voix monotone et chantant, agenouillées sur leur lit de bonbons comme des chameaux que l'on charge. Mecca dit enfin Amin. Elle se leva, s'enveloppa de son pain, puis alla ouvrir la porte. Pour ce que tu vas faire tout à l'heure, lui dit sa femme, tu devras aller un peu plus loin, ça sent déjà jusqu'ici. Mecca se dirigea derrière la case, elle contourna un tas d'immondices, puis pénétra dans un buisson et s'accroupit. À proximité d'une trouée attendait impatiemment qu'il le finît. Mecca se tourna et se retourna devant sa femme. Elle bottonna sa veste kaki et remua délicatement les épaules et se dirigea vers le piquet central de la case sur laquelle était planté des baies un énorme clou rouillé qui tenait lieu de porte-chapeau. Et l'on décrocha gravement son vieux casque de liège noirci par la fumée et qui pendait par sa jugulaire rapiécée. Déconcréla et un gens que le prendre s'en échappèrent et courèrent jusqu'à Clara qui les broya avec ses talons en queue de pioche. Mecca contempla l'intérieur de son casque, le tapota, le contempla encore, puis s'en coiffa, et elle paracheva son élégance en glissant la jugulaire sur le menton. Tu sais très bien, dit sa femme, on dirait un pasteur américain. Mecca lui sourit et s'assit sur une vieille caisse à sardines. Apporte-moi à manger, dit-elle. On ne se présente pas devant un blanc le ventre vide. Sa femme lui apporta le plat de manioc de la vieille et une pâte d'arachide. Quand le plat fut vide, Mecca but un grand gobelet d'eau et se leva. Faites attention, lui recommanda sa femme. Ne va pas montrer sa susceptibilité devant le blanc. Pour une fois, aie un peu pitié de moi. Ne répondez pas aux gardes. Tu sais bien qu'il n'hésitait pas à brimer un homme mûr et respectable comme toi. Je garderai la bouche fermée, promis Mecca. Seulement, si je ne montre pas, va le dire au prêtre
pour qu'elle arrange cela. Elle me doit bien ça. Meuka sortit de la case. Sa femme assise à côté de la porte lui suivit les yeux jusqu'à ce que silhouette ne fût plus qu'un point blanc à l'autre bout du village. Si Meuka citait Lévito, ce n'était pas que son village fut loin de la ville. Elle se rendait quelquefois pour aller se faire piquer à la grève les nègres et ne connaissait pas exactement la distance qui séparait Tom, son village, de la ville. Cette distance se réduisait pour lui à une seule étape, chez Mamie Titi. Cette femme venait des bords de la mer et dont la renommée pour distiller l'arquet était son précédent. Chez Mamie Titi, qui habitait le quartier indigène, c'était déjà la ville. De là au bureau du commandant, elle n'avait que quelques pas à faire en montant et on collait la brute. Meuka avait pris des raccourcis, ses chemises sinueuses aux alentours des petites villes coloniales. Son pantalon était mouillé au-dessus des genoux. À 7 heures matinales, les herbes couvertes de rosée s'inclinaient sur le sentier. Meuka les écartait de sa canne, mais comme des élastiques, elle revenait aussitôt s'accrocher à son pantalon et l'accrocher généralement. Meuka poussa un super quand la peste déboucha sur le quartier indigène. Dominant ce dernier, la ville des Blancs, bâtie sur la colline limitrophe, était en vie. Meuka secouait alternativement ses jambes. À chaque mouvement, son pantalon faisait entendre un bloc de toile mouillée et le retrossa jusqu'au genou était voilà démolé en forme de fuseau. Meuka passa entre plusieurs cases, en contourna quelques-uns, puis pénétra dans une autre. C'était là son étape habituelle. La case était déjà animée. Tous ceux qui se rendaient au travail au quartier blanc venaient là, chez Mamie Titi, prendre leur viatique pour la journée. Accroupis sur les talons, assis sur les caisses vides, elles serrotaient leur arquet tout en causant brillamment. Meuka entra. « Je veux saluer tous », dit-il en levant son casque. Toute l'assistance se retourna vers la porte. « Nous acceptons », répondiront-ils. « Bon matinée, dit Mamie Titi. »« Que t'est-il arrivé, Meuka ?»« De blanc, dit-il en cherchant des regards d'une place disponible. « Que ce jeune homme-là se lie pour donner sa place à l'homme mûr, dit Mamie Titi à un adolescent d'Iguinier qui lançait au l'air son bol vite pour le recueillir ensuite dans ses mains en forme de coupe. « Dis-moi d'où m'en aller parce que je ne peux plus payer un autre bol. Et qu'est-ce que m'empêcherait de te... Dors !» Or la Mamie Titi qui avait écrasé des pieds pour venir se planter devant le jeune homme. Elle renifla sur le ventre de son pouce, puis reprit d'une voix subtilement languereuse. « Je n'aime pas les histoires, petit. Je peux te donner à boire pour rien. » Elle appuya ses mots d'un battement de sel. Tout ce que je veux, c'est un peu de politesse. Je peux te donner à boire tant que tu veux. Assieds-toi, père, dit le jeune homme, en se rejetant brusquement en arrière pour que Mamie Titi ne le frôlât pas. Ils se mesurèrent de regard et le jeune homme, un petit sourire en coin, s'en fait en épostant le fond de son pain. En poussant un soupir de satisfaction, Meuka se laissa choisir sur le vieux bédon à essence encore tout chaud. Mamie Titi se dirigea vers la porte,
Meucca coiffa son genou de son casque et posa sa canne contre le mur. Il se frotta les mains et l'issura entre ses cuisses, puis béa en se penchant en arrière. Tu as dû te lever tôt pour chasser, lança son voisin qui ne quittait pas les yeux le pantalon de Meucca. Un bon chasseur, c'est comme une putain, ça sent à destin. J'ai pris les raccourcis, dit Meucca avec un sourire gêné. Je ne suis bien que sur les pistes. Ça c'est plus fort que moi. La route avec ses gros cailloux. Elle gramassa comme si on lui avait fait mal. Ta mère a dû manger des rats panthères quand tu étais dans son sein, dit le voisin en s'éclatant. Le rire gagnait l'assistance. Essayez de la boucler, intervient Mamie Titi. Cet homme-là ne n'est pas seulement par son sexe. Des hommes que lui, il n'y en a plus. Bosse de vache, sa tête me revient, dit le voisin du Meucca. Mais avec que, mais c'est toi qui as fait de ta terre au bon Dieu. À la mission catholique, rectifia un autre. C'est la même chose. Si tu comme, répéta Mamie Titi de l'épuisant biceps sur l'effort qu'elle faisait en promenant une volumineuse bonhomme d'alcool de groupe en groupe. Alors c'est toi, insista le voisin de Meucca. C'est moi-même. Un silence d'étonnement régna dans la case. Quel crayon lança quelqu'un. Toi, au moins, tu dis ce que tu penses, dit Meucca. Ça ne m'étonnerait pas qu'on la lui ait arraché, dit un autre. C'est un peu la vérité, dit encore Meucca. C'est le commandant qui t'a convoqué? Enchaîna son interlocuteur. Oui. On ne se présente pas devant le commandant avec les yeux que tu as là, dit Mamie Titi en tendant un bol plein à Meucca. Ce n'est pas avec ton air de vieille fille qu'elle retrouva à qui parler. C'est imprudent ce que je veux faire là, dit Meucca en protestant du chef. Le gouvernement. Quel gouvernement? C'est ton âme, Mamie Titi. Je veux dire le commandant. Elle protesta encore des chats féroces près. C'est le gouvernement sans que je visse ça. Meucca hésita encore, puis sa main droite arracha le bol de la main de Mamie Titi. Elle se signa rapidement de la main gauche en oubliant le Saint-Esprit, puis sera le bol dans le plat de ses mains tout en continuant à protester. Si le commandant sent que j'ai bu de l'alcool, ce sera la prison. Tu n'auras qu'à sucer ensuite 2 oranges de celui qu'elle avait traité de crayon. S'il te demande si tu es seul, tu lui diras que tu as mangé une orange. Les blancs, c'est facile à voir, dit un autre. Ça, c'est une trouvée appréciée. Meucca en vidant son bol d'un seul trait. Elle fit une grimace et rota. Ça, c'est du vin, déclara-t-il. Comment dit-on en français, j'ai mangé une orange? Moi, c'est d'orange, répondit quelqu'un. D'orange, moi, c'est, répéta Meucca. Ce n'est pas mal. Ce garçon était vraiment intelligent. Pensait-il, lui, elle n'aurait jamais pu trouver ça, ceci d'orange. Elle sentirait bien l'orange, les blancs, ça croit à tout. Le commandant n'interdit pas aussi la vente des oranges. Le garçon qui avait trouvé le truc était vraiment la tortue en personne. On avait interdit aux indigènes la distillation de leur alcool de banane et de mai, bon marché pour les poissons vers les liqueurs et le vin rouge européen qui inondaient le centre commercial. Depuis quelque temps, gosier d'oiseaux, les Noirs l'appelaient ainsi à cause de son corps interminable et ses hommes désespérés de mettre la main sur quelques vendeurs clandestins. Les rafles succédaient aux rafles. L'arquet était aussi rare que l'arme de chien.
Ces gosiers d'oiseaux avaient pu se lever à une certaine heure matinale. À cette heure, le blanc des colonies, anéanti par la chaleur équatoriale et le whisky de la vieille. Dors encore. La bouche pâteuse se s'amoustiquèrent. Elle aurait remarqué qu'une animation incroyable réunie au quartier indigène et en particulier chez Mamititi. De guirlas, goisiers d'oiseaux, on était remis au révérend père Vandermeyer. Le missionnaire du haut de sa chair avait eu vite fait de condamner cette boisson qui, dit-il, noircissait les dents et l'âme de ses paroissiens. Elle avait décrété que tous ceux dits chrétiens qui en buvaient commettaient un péché mortel en avalant chaque gorgée. C'est ainsi que se termine notre capsule vidéo. Merci de l'avoir suivi. Pour les autres leçons, vous pouvez nous rejoindre sur notre chaîne YouTube Avzid Hassan.